Alors, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il y a eu un échange, effectivement, de preuves, disons, de la vie de Gilead Shalit contre la libération de 20 détenus palestiniennes qui étaient emprisonnés en Israël. Dans le même temps, j'ai envie de dire que ce n'est pas pour autant qu'on a là un deal effectif qui aboutira à la libération de Gilead Shalit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le Hamas, en l'occurrence, veut faire la preuve de sa détention d'atouts et de cartes vis-à-vis des Israéliens. En ce sens, il a dit, ou il a en tout cas signifié le fait que ces preuves de vie de Gilead Shalit devaient avoir pour contrepartie une libération substantielle de détenus présents en Israël, mais dans le même temps, ce n'est pas pour autant qu'on va aller vers un aboutissement qui pourra satisfaire le Hamas lui-même, puisque le Hamas est quand même dans une phase dans laquelle il essaye de trouver sa réintégration jusqu'à un certain point, à tout le moins, dans le jeu politique. On sait également qu'au niveau interne, dans le Hamas, on n'a pas de consensus sur la monnaie d'échange effective qui pourrait correspondre à ces conditions pour la libération de Gilead Shalit. Donc je crois que dans l'état actuel des choses, ce qui intéresse surtout le Hamas, c'est d'avoir pu prouver ou d'avoir pu montrer qu'il pouvait obtenir quelque chose de substantiel au départ de seules preuves non matérielles. Maintenant, au-delà de cela, n'oublions pas que l'ensemble des conditions liées à la libération éventuelle de Gilead Shalit vont bien au-delà de cette libération de 20 détenues palestiniennes. Je crois que ce que sollicite avant tout le Hamas, c'est sa pleine consécration en tant qu'acteur à même d'influer sur les perspectives interpalestiniennes. Tant qu'on n'aura pas reconnu la force et la capacité d'action du Hamas, je vois mal le Hamas se défaire d'une carte aussi stratégique et aussi importante que celle du soldat Shalit. Alors, le rapport Goldstone, qui était ce rapport donc international établi par un juge et qui, on va dire, et qui distribuait les responsabilités ou répartissait les responsabilités concernant l'offensive qui avait eu lieu contre la bande de Gaza en décembre et janvier dernier. Donc, ce rapport fait du bruit aujourd'hui sur la scène israélienne, bien entendu, mais également sur la scène palestinienne. Alors, du point de vue israélien, on comprend très bien les choses. Le rapport Goldstone parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans les évolutions israélo-palestinienne de décembre et janvier dernier. Les Israéliens réfutent l'argument et disent de surcroît que ce qui leur pose problème, c'est le fait que le rapport Goldstone n'ait pas assez mis le doigt sur la responsabilité du Hamas dans ces mêmes évolutions. Donc là, on est devant une configuration classique. Mais je crois que là, on a quelque chose de plus intéressant encore, c'est quand on regarde les répercussions du rapport Goldstone sur la scène interpalestinienne. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une configuration qui semble abonder dans le sens du Hamas. Pourquoi? Parce que, d'après ce que disent des membres du Hamas et d'après ce que disent des opposants à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, si l'autorité palestinienne ne soutient pas le rapport Goldstone, ce serait pour une raison principale, le fait que les Israéliens auraient menacé Mahmoud Abbas de révéler de nouvelles vidéos concernant son comportement durant cette même offensive contre la bande de Gaza. C'est-à-dire que ce que disent des détracteurs de Mahmoud Abbas, c'est que le deal a été pour les Israéliens de pousser Mahmoud Abbas à ne pas soutenir le rapport Goldstone, sans quoi ils ont des vidéos et des enregistrements qui prouvent que Mahmoud Abbas les a encouragés dans leur offensive contre la bande de Gaza, car disons que ce qui intéressait Mahmoud Abbas, c'était tout simplement la mise à néant ou l'annihilation de l'organisation du Hamas en tant que mouvement structuré. Donc, on ne sait pas si ces révélations sont vraies, mais dans le même temps, il y a beaucoup de sources palestiniennes qui semblent les confirmer. Mais il va de soi que si ça s'avérait établi, ce serait très problématique pour Mahmoud Abbas, parce que c'est quand même une personne qui, quelle que soit son animosité vis-à-vis du Hamas, n'a pas pour autant à jouer la carte de l'unité palestinienne ou à jouer contre la carte de l'unité palestinienne plus précisément. Et donc si de telles vidéos venaient à être révélées, incontestablement, non seulement le Hamas serait en position de force en termes de popularité, mais il le serait également politiquement parce qu'il aurait prouvé que lui a joué pour les Palestiniens alors que Mahmoud Abbas aurait joué contre les Palestiniens et plutôt du côté israélien. Et le tout sans oublier que parmi les échéances à venir, on a quand même les élections législatives et présidentielles prévues pour être organisées en janvier 2010 dans les territoires palestiniens. Et dans ce contexte-là, Mahmoud Abbas n'a pas besoin d'arguments qui jouent contre lui. Donc on ne sait pas quelles seront les évolutions de cette absence de soutien officiel de l'autorité palestinienne au rapport Goldstone, mais pour l'instant, on voit déjà qu'il y a des répercussions même au sein du Fatah, puisque la direction du Fatah a déclaré
qu'elle trouvait très critique et peu justifiée le fait que Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne n'apportent pas leur soutien à la validation du rapport Goldstone. Donc autant dire que les perspectives interpalestiniennes semblent quand même répondre à beaucoup de déséquilibres et à beaucoup de soubresauts dans l'état actuel des choses, ne serait-ce qu'au départ de ce rapport et de ses implications. Alors, sur le plan interpalestinien, on a vu à plusieurs reprises au cours des mois ou des années qui ont précédé qu'on semblait proche d'un accord à plusieurs reprises, mais que finalement les choses avaient dû capoter. Alors, aux dernières nouvelles, ce que l'on croit comprendre, c'est que par une médiation égyptienne, le Fatah et le Hamas devraient tomber sur un accord qui serait officialisé le 25 octobre prochain. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? Il est dur de le dire dans l'état actuel des choses. Mais il va de soi que les tiraillements et les désaccords d'hier ne me semblent pas avoir été surmontés aujourd'hui. Donc, dit autrement, si le Hamas et le Fatah n'arrivent pas à se trouver un horizon politique commun pour les prochains mois et les prochaines années, je vois mal comment est-ce qu'ils pourront se mettre d'accord sur un programme qui puisse les unir les uns aux autres. S'ajoute à cela le fait que le Hamas se trouve également en position de force aujourd'hui parce qu'il a de plus en plus de preuves de ce que Mahmoud Abbas et une partie du Fatah jouent dans le sens des intérêts des Israéliens et des Américains, bien plus que dans le sens d'intérêts qui coïncideraient avec la nature des revendications du Hamas. En témoigne notamment le fait que Mahmoud Abbas, depuis l'accès de Barack Obama au pouvoir, a décidé de prendre des positions fortes vis-à-vis des Israéliens, mais il a pu le faire facilement parce qu'il jouait sur du velours. Étant donné que les Américains étaient eux-mêmes critiques vis-à-vis des Israéliens, il n'avait qu'à se réfugier derrière eux. Mais ces choses qui peuvent nous paraître positives vues d'Occident sont en fait perçues très négativement par les Palestiniens et sont habilement réinvesties par le Hamas, qui n'a plus qu'à dire devant cette situation-là, regardez, vous avez un suiviste pro-américain et vous avez des gens qui tiennent à la carte palestinienne avant tout. Pourquoi vous nous demandez dans ce contexte de vouloir nous soumettre à ce que peut vouloir Mahmoud Abbas et à ce que peut vouloir une partie de sa formation? Donc, pour résumer, je dirais que dans l'aboutissement, on n'a absolument pas de certitude sur le fait que le 25 octobre permettra au Hamas et au Fatah de s'unir autour d'un programme commun. Et quand bien même il le ferait officiellement, je crois qu'il ne faut pas oublier que ce qui primera par-dessus tout, ce seront les échéances législatives et présidentielles de janvier prochain. Et dans cette optique, ni le Hamas ni le Fatah n'ont intérêt à montrer qu'ils sont d'accord sur tout.